Bienvenue chez les monstres ordinaires, 22 nouvelles qui décrivent la rencontre entre un bourreau et sa victime. 11 nouvelles se passent dans le passé, 11 autres se déroulent dans le présent. Elles ne finissent pas toujours mal, mais en général c'est le cas. Liberté. Nous sommes en France, un peu avant la Révolution. Anne avait goûté l'insouciance de la vie. Enfance heureuse, adolescence de rêve, elle n'avait même pas dû craindre ce qui menaçait toute jeune fille de sa condition, un mariage de convenance avec un vieux monsieur dont il fallait attendre la mort pour pouvoir profiter de l'existence. Ardent partisan des philosophes, son père avait décidé de laisser sa fille choisir elle-même l'homme de sa vie. Même si les membres de sa famille avaient jasé, même si des prétendants illustres et pourtant éconduits devaient lui en vouloir à mort, il n'avait jamais cédé. Pour une fois, l'autorité paternelle avait joué en faveur de la jeunesse. Lorsqu'il était lassé des critiques, son père invitait dans la cour de son hôtel particulier une troupe de comédiens et leur commandait une comédie de Molière. Tous les détracteurs, familles et conduits, assistaient à l'école des femmes, à l'Avare ou à Tartuffe. Le paternel, qui naturellement avait réussi à se faire octroyer un rôle, concluait le spectacle par « Voyez mes amis, je ne suis pas le seul à penser ainsi ». Immanquablement, Anne se levait pour applaudir. Ne pouvant faire autrement, les autres spectateurs l'imitaient. Anne était heureuse. Passionnée de science, elle s'amusait le matin à reproduire les expériences de Newton. L'après-midi, elle débattait avec son père du conflit qui opposait Voltaire à Rousseau. Elle adorait la souffrance et l'intransigeance du Genevois. Il préférait le cynisme de Voltaire. Enrichi, mais de petite noblesse de robe, il n'était invité à Versailles que pour les grandes occasions. Il en était mari. Anne aimait lui faire remarquer que cette déception n'était pas très voltairienne. Il lui répondait qu'elle connaissait mal Voltaire et que sa fidélité à lui allait davantage à l'homme qu'à l'œuvre. Immanquablement, elle le traitait de jésuite. Immanquablement, il répondait « pas de grossièreté ». Et leur dispute se terminait comme chaque fois dans un éclat de rire. Si son père rêvait de Versailles, Anne préférait l'ambiance des Tuileries. Elle adorait ce souffle de liberté qui parcourait la France des années 80. Débats, bals, tout n'était que fête, car tous n'étaient remplis que de bonnes intentions. Puis vint 1789. Son père, élu aux États généraux dans les rangs de la petite noblesse, rejoignit le tiers-État qui devint l'Assemblée nationale. Il participa au serment du jeu de paume. Curieusement, sa fille ignora complètement Paris en cette année historique et demeura indifférente au rôle qui tenait son père. Ce comportement l'étonna d'abord, le déçut ensuite, le rassura enfin. En décembre 88, Anne avait épousé le comte de Brizès. Mariage d'amour entre deux jeunes gens qui, tout occupés d'eux-mêmes, passèrent l'année historique à s'aimer, à se découvrir, à se connaître. Cela se passait loin de la capitale, dans la propriété que le jeune comte possédait en Normandie. Son mari était beau, car tolérant, libre, car orphelin, et joyeux, car fortuné. Dans ses lettres, le père d'Anne relatait la Révolution. Elle répondait en lui narrant dans le détail les 1000 petits plaisirs qui berçaient leur quotidien. Bien entendu, toutes ces anecdotes étaient présentées sous un angle philosophique. La plus croustillante fut la découverte que le domestique de Monsieur le Comte était un homme comme les autres. Anne avait toujours pris son bain devant le vieux serviteur de son père, qui sut toujours rester de marbre. Il faut dire qu'il l'avait vue naître et qu'il continuait à la considérer comme une enfant. Sa servante, ayant eu un malaise, c'est tout naturellement que celle qui était devenue Madame la Comtesse demanda au domestique de son époux de lui apporter une serviette. Lorsque l'homme apparut, elle se leva entièrement nue. Troublé, il resta immobile. Elle mit du temps à comprendre ce qu'il se passait. Et lorsqu'elle vit la main gauche du domestique tenter de dissimuler la légère ondulation qui soulevait sa culotte, elle éclata de rire, s'avança vers lui, lui prit la serviette et articula d'un ton amusé, digne d'une impératrice romaine, « Vous pouvez aller, mon ami ». Elle s'écroula de rire en pensant qu'il avait dû immédiatement les soulager.
Alerté par la rumeur, son époux vint aux nouvelles. Elle lui raconta. Les jeunes gens s'amusèrent beaucoup de l'anecdote. Le soir, au repas, alors que le serviteur dirigeait le service, ils eurent du mal à réprimer un fou rire. L'histoire fit rapidement le tour du château et tout le monde s'amusa beaucoup de la mésaventure du domestique. Celui-ci souriait amèrement lorsque ses jeunes maîtres le plaisantaient. Par contre, il était beaucoup plus brutal lorsque la plaisanterie émanait des autres serviteurs. En effet, l'homme de M. le comte dirigeait toute la domesticité. La première conséquence de sa mésaventure fut d'accroître sa sévérité. De Paris, où il vivait l'histoire de France, le père d'Anne trouvait ses enfantillages bien bénins. D'un autre côté, les événements prenaient une tournure qui commençait à déplaire au modéré qu'il était. Hubert n'en revenait pas de siéger ainsi à la droite de Fouquier-Tinville, le terrible accusateur public, lui, le petit artisan de la rue Quincampoix. Il faut dire que la Révolution avait brutalement modifié les rapports humains. Fini les aristos. Maintenant leur tour était venu d'être les maîtres, et ils étaient des maîtres terribles, impitoyables. Les têtes tombaient vite pendant ce que les historiens appelleraient la Grande Terreur. Le tribunal siégeait en permanence. Muni de son nouvel uniforme, Hubert marchait fièrement dans la rue et tenait le haut du pavé. Il entra dans son appartement et dit bonjour au nouveau locataire à qui il louait la chambre de bonne située à l'étage. Le précédent s'était enfui sans demander son reste le jour où il avait appris les fonctions de son propriétaire. Puisqu'il avait fui, il était coupable. Hubert s'en voulait d'avoir manqué de flair. Bon, évidemment, il l'avait aussitôt dénoncé et un avis de recherche avait été délivré contre lui. La police avait beaucoup de boulot en ce moment. Mais son efficacité était telle que son arrestation n'était qu'une question de jours. Cette fois, il avait pris ses précautions et prévenu son nouveau locataire de ses fonctions dès leur première rencontre. 3 hommes de la garde nationale se tenaient en embuscade, prêts à l'arrêter s'il avait tenté de fuir. Mais l'autre était resté. On pouvait donc supposer qu'il n'avait rien à se reprocher. Lors de leur deuxième rencontre, le locataire s'était montré beaucoup trop prévenant aux yeux d'Hubert. Trop de flatterie éveillait automatiquement sa méfiance. L'aurait-il innocenté trop vite ? Depuis qu'il siégeait au tribunal, Hubert avait tendance à voir des traîtres partout. Il était le premier à le reconnaître, mais le danger était justement d'en laisser passer un. Un seul contre-révolutionnaire pouvait faire échouer la révolution. Cette conviction justifiait toutes les paranoïas. Il fallait donc qu'il éclaircisse le problème du locataire. Ça tombait bien. Celui qui était presque devenu un suspect l'attendait sur le pas de la porte. Il avait visiblement envie de parler. Hubert n'eut pas le temps d'ouvrir la bouche. Son locataire lui demanda s'il acceptait de répondre à quelques questions. « Oui, répondit l'autre, mais d'abord, il faut que je sache qui tu es, d'où tu viens, et surtout, ce que tu faisais avant la Révolution. Ne me mens pas, j'ai les moyens de tout vérifier. J'étais domestique. » Hubert le regarda surpris. C'était la première fois qu'il envoyait un de près. Il comprit les flatteries. Réaction de métier, pensa-t-il sans savoir qu'il venait de découvrir le réflexe conditionné. Néanmoins, les domestiques avaient souvent tendance à soutenir et à protéger leur maître. Hubert lui adressa ce regard soupçonneux qui, à longueur de journée, terrorisait les suspects. « Raconte, dit-il. » L'autre ne se fit pas prier. Il venait d'arriver à Paris avec la comtesse de Brizès, venue convaincre son père d'émigrer. Craignant d'être reconnu, M. le comte était déjà à Londres et lui avait confié la comtesse. Ils avaient voyagé incognito. Il avait déposé la noble dame chez son père où il avait appris qu'il avait été guillotiné. Prétextant la nécessité de vérifier l'information, le domestique était allé la dénoncer au comité de salut public. Maintenant, il cherchait du boulot et aurait voulu savoir si son hôte ne pouvait pas l'aider. Hubert le regarda méfiant. Un domestique qui dénonçait ses maîtres était rarissime. « Ainsi, tu as agi pour servir la Révolution ?» questionna-t-il. « Pas du tout. J'en avais simplement marre qu'elle se foute de moi. » Hubert éclata de rire. Le matin même, il avait condamné une fille de 19 ans coupable d'avoir déclaré qu'elle n'avait rien à foutre de leur révolution. Habitué à voir des gens multiplier les courbettes et les discours sur le fait qu'ils étaient de grands révolutionnaires, il appréciait finalement cet homme qui avouait candidement avoir agi par vengeance personnelle. Il demanda tout de même quelques explications et sourit lorsqu'il entendit l'épisode du bain. Ce type venait de la campagne, il ignorait tout de la Révolution. Hubert décida de le prendre sous sa coupe.
Il serait son professeur et le nouveau venu serait son disciple. Il le lui proposa. L'autre accepta avec joie, en lui disant que ça tombait bien, puisqu'il cherchait du travail. Anne était presque immédiatement passée devant le tribunal révolutionnaire qui l'avait condamné à mort. Il y avait tellement de condamnations qu'il était pratiquement impossible de les appliquer sur le champ, d'autant plus qu'à Paris, toutes les décisions du tribunal devaient passer devant le comité de salut public, seul habilité à décider en dernier recours. C'est seulement lorsque la lettre F, signifiant foutu, apparaissait sur l'acte d'accusation que la tête pouvait tomber. Anne se retrouvait ainsi, comme des milliers d'autres, entassée dans les geôles de la République. Elle s'assit dans un coin. La promiscuité, la chaleur, la saleté, l'odeur, la faible luminosité provoquaient une atmosphère amère. Cette atmosphère l'empêchait de respirer, mais Anne rendait les barreaux seuls responsables de son malaise. Ces barreaux l'étouffaient, ces barreaux puaient, ces barreaux assombrissaient son existence, ces barreaux accueillaient toute sa haine. Peu à peu, à l'instar de ce qu'elle apercevait autour d'elle, elle perdit sa pudeur. Elle dénuda ses épaules de plus en plus, déchira sa robe afin que l'air puisse adoucir son corps et enleva ses chaussures. Tout d'un coup, elle se mit à pleurer. « Cessez vos larmes, madame. Elles sont indignes de votre rang, découragent vos amis et font trop plaisir à nos ennemis. » Elle regarda éberluée le grand Nigaud qui se tenait en face d'elle et qui s'imaginait représenter à lui tout seul la bonne société. « J'autorise à me parler » lui lâcha-t-elle avec dureté. Il sourit, renifla un peu de tabac et déclara « Je vois que vous vous êtes reprise. Permettez-moi de me présenter. Marquis du Vernet. » Il la salua, lui fit un baise-main qu'on eût trouvé démodé sous Louis XIV, se releva et s'éclipsa. « Comtesse de Brizès » lui cria-t-elle. Il se retourna et renouvela son salut. Un vieil homme s'approcha d'elle. « Puis-je vous parler » demanda-t-il. « Comte de Beauregard. » Elle lui sourit. L'autre continua. « Ce grand con aura au moins eu le mérite de transformer des larmes attendrissantes en adorables sourires. Qu'avons-nous fait au peuple, monsieur? Racontez-moi votre vie, et je vous le dirai. » Il s'assit à ses côtés et, pour l'encourager à parler, prit les mains d'Anne dans les siennes. Elle lui raconta sa vie, avoua son ouverture aux idées nouvelles qu'il accueillit d'un clin d'œil qui semblait dire « ma pauvre enfant ». Elle lui parla de son père qu'il avoua ne pas connaître. Elle lui raconta son mariage. Il la félicita pour son entrée dans cette vieille famille. « Je me suis mariée par amour », objecta-t-elle. « Le mérite est d'autant plus grand », sourit-il. Elle lui raconta son mari en exil, sa venue à Paris déguisée en paysanne. « Vous savez qui vous a trahi » demanda-t-il. « Personne » s'offusqua-t-elle. « Votre domestique n'a pas été arrêté. » Elle s'opposa à sa méfiance et condamna ses insinuations. Jamais elle n'accepterait de voir quelqu'un accusé sans preuve. Il le comprit. « Oh, je vous prie de bien vouloir me pardonner. 4 ans de révolution m'ont rendu trop suspect. » À son tour, elle s'excusa de s'être emportée, mais répéta sa totale confiance dans son serviteur. « Vous n'êtes pas enceinte ? Pardon. Si vous êtes enceinte, l'exécution est reportée jusqu'à l'accouchement. Un délai qui pourrait laisser le temps à nos amis de reprendre le pouvoir. » La perspective était plaisante, malheureusement, elle n'attendait pas d'enfant. « Voulez-vous que je vous y aide » demanda-t-il essoufflé rien qu'à l'idée. « Comment ? Voilà 1 mois et demi que je suis enfermé ici. Vous pouvez parfaitement obtenir le même délai. Oh, laissez-moi vous mettre enceinte. J'aurai ainsi le plaisir de vous sauver la vie. » Il enleva sa chemise et la posa sur un fil pour qu'elle les cache du regard des autres. Précaution d'ailleurs inutile, personne ne s'occupait d'eux. Elle avait du mal à se persuader qu'elle vivait la réalité et non un cauchemar. Presque nue, il sauta sur elle et déchira le haut de sa robe. Alors seulement, elle se mit à résister. « Non, lâchez-moi, mais je vous sauve. Elle vous dit qu'elle ne veut pas. » Enfin, un homme s'était interposé. Le vieux de Beauregard le dévisagea, honteux. « Mais, chevalier, vous m'aviez dit uniquement si elles sont consentantes. » Interrompit l'homme avant de s'adresser à Anne. « Madame, acceptez-vous que monsieur le comte vous mette enceinte ?» La jeune fille fit signe non. Le chevalier regarda celui qui remettait sa chemise. « Vous voyez. Mais de quel droit ?» protesta l'homme en direction du chevalier. « Mais du droit que vous vous octroyez vis-à-vis de cette jeune personne, du droit du plus fort. » Le comte s'en alla, le chevalier se présenta. « Chevalier de la Barre. » Anne sursauta à ce nom.
Elle connaissait l'histoire de ce chevalier condamné à la roue parce qu'il avait refusé de se découvrir devant une procession. Son sauveur devina ses pensées. Le neveu de l'autre est condamné comme lui pour athéisme. Comme vous pouvez le voir, les régimes changent, l'homme reste. Je vous remercie, chevalier. Ce n'est rien. Je fais un peu la loi ici. Après tout, ne suis-je probablement pas le seul dans cette prison à avoir souhaité la République? Nous sommes deux, monsieur, sourit la jeune fille. Le chevalier tenta ensuite d'excuser le comportement du comte. L'approche de la mort était une épreuve qui pouvait transformer un homme, ou le révéler, corrigea Anne. Qu'il ait voulu abuser de moi peut se comprendre, mais qu'il ait failli me rendre l'espoir, je ne lui pardonnerai jamais. Oh, ne jamais dire Fontaine, je ne boirai de ton eau. L'exécution des femmes enceintes est interdite, et il est vrai que l'on peut moisir ici plusieurs mois avant de passer à l'échafaud. On peut aussi y aller le jour même. Tout dépend du danger que vous représentez pour la République. Façon originale de lutter contre l'arbitraire. La jeune fille le regarda droit dans les yeux, défit sa robe. « Prenez-moi, je veux vivre. » Et avant qu'il ait eu le temps de dire ouf, elle lui sauta dessus. Il la repoussa brutalement, se leva. « D'accord, mais faisons ça bien. » Il installa un drap là où l'autre avait mis sa chemise et ajouta en se dévêtant « Madame, s'il vous plaît, prenons du plaisir. Prenons du bon temps. » Durant 15 jours, ils ne cessèrent de s'aimer. Puis le nom du chevalier sortit d'une liste. Il se leva, pria Anne de ne pas pleurer. « Cette mort, madame, mon oncle l'eût enviée. » Il s'approcha de son oreille et lui murmura ironique « L'humanité progresse. » Il se dirigea vers le gardien, s'arrêta. Un petit instant, il fit demi-tour alors que l'autre hurlait son nom, se retourna et à l'encontre du geôlier lâcha « Mon nom, citoyen, devrait vous permettre de m'accorder quelques instants. » « D'accord, mais vite, répondit la brute. Le chevalier s'approcha d'Anne. Elle voulut l'embrasser, mais il préféra lui parler à l'oreille. Elle l'écouta gravement. « Promis, dit-elle, avant de lui donner un dernier baiser. »« Alors on y va !» cria péremptoire le chevalier à l'adresse de son geôlier, comme si ce dernier le faisait attendre. Un mois plus tard, Anne était enceinte, le signalait et apprenait le report momentané de son exécution pour vérification. Hubert était heureux. Avoir un disciple le comblait. De plus, sa recrue s'avérait être un redoutable révolutionnaire. Il faut dire que lui, les aristos, il les avait vus de près. Même de très près, si l'on songeait à l'histoire du bain. Il les connaissait. Aucune entourloupe ne pouvait le tromper. Aucune pitié ne pouvait le faire fléchir. Fouquier lui-même appréciait sa sévérité. C'est dire. « Où as-tu déniché cette perle ?» le questionna-t-il un jour. Hubert, qui ne voulait rien cacher à son chef, lui dit la vérité. À son tour, Fouquier rit beaucoup de l'épisode du bain. Du coup, tout le monde connut une anecdote, et la question rituelle de Fouquier, à tout aristocrate un peu jolie. « Citoyenne, prenais-tu ton bain devant ton domestique ?» avait le don de faire éclater d'un rire complice tout le tribunal. Le disciple d'Hubert, pourtant vexé, prenait soin de rire à gorge déployée. Ses nouveaux amis n'étaient pas des tendres. Rétrospectivement, il transpirait au souvenir de la réponse qu'il avait faite à Hubert sur ses motivations révolutionnaires. Réponse qui aurait dû le conduire droit au couperet. Il l'avait échappé belle. En attendant, il était heureux, assis au tribunal. Aujourd'hui, c'était jour de révision. Ces aristos étaient capables de tout pour sauver leur peau. Heureusement, grâce à leur vigilance révolutionnaire, peu y parvenaient. Tout à coup, il entendit un nom familier. Il se pencha à l'oreille d'Hubert et lui glissa que la comtesse en question était sa comtesse. Hubert en informa immédiatement Fouquier. « On lui demande si elle prend son bain devant son domestique ?» plaisanta Hubert. « Surtout pas !» répondit Fouquier, sentant qu'une telle question blesserait leur compagnon. Ce dernier, qui avait tout entendu, fut éternellement reconnaissant à l'accusateur public de cette réaction. C'est d'ailleurs cette reconnaissance qui l'empêcherait de se séparer de Fouquier suffisamment tôt pour éviter de l'accompagner à la guillotine lorsque son tour viendrait. Le domestique vit sa comtesse approcher lentement du tribunal. Il eut du mal à la reconnaître. Ses beaux cheveux bouclés ressemblaient maintenant à des touffes d'herbes séchées.
Ce sera plus facile pour les couper avant la guillotine, songea l'ancien serviteur. Ses yeux, sans les artifices du maquillage, paraissaient vides. Le comte n'en voudrait pas pour nourrir ses cochons, pensa-t-il tout à sa haine. Il regarda sa robe qui était sale et à moitié déchirée. Elle-même, qu'il avait connue si coquette, semblait avoir perdu tout intérêt pour sa personne. Elle ressemblait à ces paysannes misérables qui mendiaient le long des routes. Elle a retrouvé sa vraie nature, se convainquit-il. D'ailleurs, comme pour le conforter dans cette opinion, Madame la comtesse baissait les yeux. « Ce que la prison peut vous révéler un être, tira-t-il en guise de conclusion. « C'est la deuxième fois que tu comparais, citoyenne, lâcha l'accusateur public. Je suis enceinte. » Fouquier la regarda longuement. « Ce n'est pas évident. Patientez un peu et vous verrez. » Fouquier, comme chaque fois qu'il désirait être terrible, prit une voix à peine audible. « Vois-tu, citoyenne, nous sommes pressés de te raccourcir. » Sur ces mots, il allait l'envoyer à l'échafaud lorsqu'une idée traversa son esprit. Il se tourna vers l'ancien domestique de la future condamnée et lui ordonna d'examiner la prisonnière. « Mais je fais quoi ?» demanda timidement l'ancien serviteur. « Tu la tripotes pour essayer de savoir si ce ventre ne cacherait pas un petit aristo, » répondit Fouquier en éclatant de rire. « On compte sur ton intransigeance révolutionnaire, » ajouta Hubert, indiquant ainsi à son disciple comment devait se conclure son examen. Anne reconnut alors le garçon qui s'approchait d'elle. Persuadée qu'il allait essayer de la sauver, elle fit comme si de rien n'était et se laissa brutalement emmener dans la pièce voisine. « Quel bon comédien !» pensa-t-elle. Lorsqu'ils furent seuls, elle retrouva une sorte d'autorité de naissance qui déplut à son ancien serviteur. « C'est un miracle. Comment avez-vous fait ?» murmura-t-elle d'une voix complice. « Tu n'es qu'une idiote, citoyenne. » Cette phrase fit à la jeune fille l'effet d'une douche froide. Il se mit à lui ôter tous ses vêtements. Elle résista, il la gifla. Puis il s'amusa à promener ses mains tout le long de son corps qui, malgré sa saleté, était encore désirable. Elle continua à se débattre et le vit sourire. « Ça vous est désagréable, citoyenne ? C'est vous qui m'avez dénoncé ?» Il la gifla à nouveau. « Je vous ai posé une question. » Il se remit à la tripoter. Elle crut qu'il allait aller jusqu'au viol, mais il se retint. Il lui prit la main, la posa sur sa culotte, elle sentit son sexe durci. « Tu vois, citoyenne, je suis un homme. » Enfin, elle se rendit compte qu'elle l'avait vexé, réalisa sa bêtise et en éprouva de la honte. « C'était pour rire, » s'excusa-t-elle. Le visage du bourreau était glacial. Il mit froidement sa main entre les jambes d'Anne. On aurait dit que, devenu médecin, il eût été capable de toucher l'enfant à naître. Elle comprit à ce moment qu'elle devait son infortune à cette plaisanterie. Curieusement, elle ne lui en voulait pas, arrivait presque à le comprendre. Comment elle, partisane des philosophes, avait-elle pu manquer à ce point d'humanité ? « Je vous prie de m'excuser, » murmura-t-elle. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle en oublia son sort et se mit à plaindre son ancien domestique. Elle cherchait son regard. Pour l'éviter, il la retourna et lui tâta les fesses. C'était assez. Elle se redressa, se mit face à lui prit le visage dans les mains, l'obligea à la regarder et lui déclara « Je suis sincèrement désolé. Je ne pensais pas vous vexer. Je me suis comportée comme une véritable idiote. » Elle devina dans son regard une sorte d'hésitation et se mit à espérer. Il suffisait qu'il la dise enceinte pour la sauver. Il la prit par le bras et l'emmena nue devant le tribunal. Il pressait tellement son avant-bras qu'elle en aurait pleuré. Elle entendit à peine une voix amusée articuler « Alors, docteur ?» Son domestique, dans un soupir, déclara « Elle simule, citoyen accusateur. Je m'en doutais. Coupez-moi immédiatement cette menteuse. » Alors qu'elle remettait maladroitement ses vêtements déchirés, elle vit l'accusateur public demander à son ancien serviteur s'il désirait assister à l'exécution. Celui-ci masquait mal son malaise, mais réussit néanmoins à marmonner « Plus que tout. Bravo, lâcha Hubert. Tu fais un vrai révolutionnaire. » Elle vit la lâcheté du serviteur à travers son sourire et comprit qu'il avait peur. «
Fouquier s'adressa à elle. Remercie ton ancien esclave, citoyenne. Il t'offre une nuit de plus. Aujourd'hui, nous jugeons sa présence indispensable à la bonne marche du tribunal. Il éclata d'un rire qui se communiqua à tous les hommes présents. Elle écouta Fouquier ordonner qu'on la ramène au temple et qu'elle soit de la première charrette qui partirait le lendemain vers l'échafaud. En quittant le tribunal, elle entendit « Dis donc, je comprends que tu étais troublé. » Et une autre voix ajouta « En plus, lui, il l'a vue toute propre. » Tout se termina dans un immense éclat de rire. Elle fut conduite dans une autre cellule réservée à ceux qu'on n'avait pas eu le temps d'exécuter le jour même. Certains priaient, d'autres s'envoyaient en l'air une dernière fois, quelques-uns pleuraient, d'aucuns hurlaient à devenir fous, d'autres encore formaient des beaux mots et se demandaient comment les faire connaître, à l'extérieur d'abord, à la postérité ensuite. Anne observait tout cela en tenant son ventre. Elle passerait sa dernière nuit à parler à son enfant. Peu avant minuit, elle s'approcha d'une personne étrangement calme et lui demanda quel jour ils étaient. Elle voulait dire à son enfant la date de leur mort. 26 juillet 1794, répondit la dame. Nous mourrons donc le 27. Le domestique se réveilla très tôt d'une nuit de cauchemar. Assis sur son lit, il pensait. Dénoncer quelqu'un sans voir les conséquences de son acte lui avait été facile. Siégeant au tribunal révolutionnaire, il avait envoyé des dizaines de personnes vers la guillotine sans rien ressentir. Mais cette fois, se savoir seul responsable de la mort de cette jeune fille dont il avait été si proche le tourmentait. Certes, elle était probablement la personne qu'il avait le plus détestée, mais lorsqu'il la vit nue, regrettant sincèrement l'avoir blessée, il se rendit compte de ce qu'elle était réellement. Une enfant gâtée, mais pas méchante. Et lui, il allait lui faire couper la tête. Il aurait voulu remonter le temps pour agir différemment. Il serait maintenant à Londres. Monsieur le comte consolerait son épouse de la mort de son père et remercierait son fidèle serviteur de l'avoir sauvée. Hélas, il était trop tard. Il devrait désormais vivre avec ce souvenir. Il se remémora en détail ce qui s'était passé la veille et ressentit pour la première fois une sainte horreur du comportement d'Hubert et de Fouquier. Jamais une hésitation. Chaque fois, il tuait avec le sourire. C'étaient des monstres, capables d'éliminer ceux qui, la veille encore, les considéraient comme des amis. Il se mit ensuite à se poser des questions. Pourquoi Fouquier lui avait-il demandé d'examiner la comtesse? Il savait parfaitement qu'il en était incapable. Il se souvint alors du conseil d'Hubert, qui lui avait enjoint d'être très révolutionnaire. Hubert aurait voulu lui transmettre le message de ne sauver la jeune fille sous aucun prétexte qui ne s'y serait pas pris autrement. Et plus tard, Fouquier qui reportait l'exécution pour qu'il puisse y assister. Et Hubert qui le félicitait d'avoir envie de voir la tête d'âne exposée au peuple. Cette fois, il en était sûr. On le testait. Fouquier doutait de sa volonté révolutionnaire et Hubert essayait de lui prouver qu'elle était sans faille. Rétrospectivement, il se félicita de ses réactions. Mais il se souvint avoir été plus d'une fois mal à l'aise. Fouquier avait-il vu son trouble? Oui, il voyait tout. Comment l'avait-il interprété? Comme une faiblesse ou comme la preuve que, malgré ce malaise dont il n'était pas responsable, il avait su être ferme? En tout cas, il devait être vigilant. Ses pensées l'avaient éloigné de sa victime. Madame la comtesse était déjà morte. Il lui fallait sauver sa peau. Il s'occuperait de ses remords plus tard. On frappa. « Entre, citoyen » cria-t-il. « Comment as-tu deviné que ce n'était pas une citoyenne » demanda Hubert en entrant. « Pas l'habitude de rêver ?» Hubert sourit à la répartie et s'assit sur une chaise. « Alors, dit-il, c'est le grand jour. Je n'aurais jamais cru assister à ça. C'est ça la révolution. On vit des trucs qu'on n'aurait jamais cru possible. Je t'envie, citoyen, de pouvoir assister ainsi à ta vengeance. Au fait, on compte sur toi pour raconter le tout dans le détail. Promis. » Une voix venant du rez-de-chaussée prévint Hubert qu'un pli l'attendait. Il s'éclipsa, laissant son locataire à ses pensées. Cette conversation le confirmait dans son opinion. Hubert n'était monté que pour lui faire comprendre qu'il devait absolument assister à l'exécution. L'ancien domestique soupira et alla se laver.
Anne avait décidé de rester éveillée durant sa dernière nuit pour parler à son enfant. Elle lui décrivit tous ceux qu'elle avait aimés, lui détaillant leur visage. Elle lui narra les meilleurs souvenirs de sa vie, les épisodes les plus marquants. De temps en temps, elle regardait la montre que lui avait offerte le chevalier de la Barre avant de la quitter. Elle regardait les secondes bouger et avait ainsi l'impression de ralentir le temps. Voilà, il était 7 heures. Ils allaient arriver. Un silence pesant s'installa dans la prison. À 7h30, toujours rien. Mais qu'est-ce qu'ils attendent qu'on en finisse? Aussi curieux que cela puisse paraître, ce cri traduisait l'opinion générale. Ils s'étaient tous préparés à partir à 7h. Cette demi-heure de sursis était insupportable. Petit à petit, ils reprirent leurs occupations. À 11h, un gardien arriva et, après un long silence où il goûta l'angoisse ambiante, leur annonça que le bourreau étant malade, l'exécution était reportée au lendemain. Anne tint son ventre et dit « Nous mourrons le 28, mon chéri. » Elle s'endormit. Le lendemain, ce ne fut pas elle, mais Robespierre qui passa à la guillotine, bientôt suivi par les membres du tribunal révolutionnaire. Un mois plus tard, elle était libérée et profitait de l'occasion pour rejoindre clandestinement son mari à Londres. Il l'accueillit, comprit, considéra comme sien l'enfant qu'ils firent baptiser sous le nom que le chevalier de la Barre, avant d'aller à l'échafaud, avait murmuré à l'oreille d'Anne. Liberté.